Si dans les années 70, effectivement, les médecins ont pu considérer parfois être en concurrence avec leurs confrères, c'est plus un sujet à l'ordre du jour. C'est un sujet qui éventuellement traîne par mauvaise habitude prise. Et d'ailleurs, ça fait toujours l'objet d'un article du Code de déontologie, dont à peu près 50% des articles sont à revoir dans un délai assez proche, si on veut l'adapter aux pratiques actuelles. Ça, je vais dire ça un petit peu en forme d'introduction, et j'en reparlerai volontiers avec le représentant du Conseil de l'Ordre qui sera là tout à l'heure. Je voudrais juste revenir sur ce que vous avez présenté rapidement au début, concernant les déserts médicaux. Alors, les slides étaient effectivement très bien sur les nombres, etc. Il y a un élément que vous avez approché à un moment, concernant la féminisation. Alors, je ne veux surtout pas stigmatiser les femmes, ce n'est pas mon style, mais c'est plutôt l'évolution des pratiques. Et effectivement, il y a une logique de nombre. Ceci dit, il n'y a jamais eu autant de médecins en France. Le problème actuel, c'est plus comment j'arrive à mettre du temps médical à disposition des patients, sachant que la demande a augmenté, que comme vous l'avez dit tout à l'heure, le nombre stagne, et que finalement, chaque médecin, pris individuellement, a tendance en moyenne à travailler moins que ses prédécesseurs il y a 15, 20 ou 30 ans. Donc on a une augmentation de la demande, et on a clairement une diminution de l'offre. Et bien au-delà de la féminisation, je pense que c'est beaucoup plus lié à des évolutions sociétales, etc. Je ne vais pas non plus stigmatiser les 35 heures, je ne suis pas là pour ça, mais on est quand même dans cette évolution sociétale et ces pratiques professionnelles nouvelles. Donc ça, c'est un élément vraiment important. Et donc, partant de ce constat, ça on va dire c'est le constat, l'idée c'est de se dire, des temps médicaux, il en existe malgré tout, donc comment est-ce qu'on est capable de les mobiliser? Vous avez parlé effectivement des week-ends, des soirées, c'est pas forcément les temps qu'on va réussir à mobiliser en premier. Par contre, il y a d'autres temps qui existent. On a des médecins hospitaliers qui ont des plannings qui sont parfois un petit peu décousus et qui peuvent être disponibles sur des heures de semaine. La majorité d'entre eux sont contraints dans des statuts qui ne leur permettent pas de faire autre chose à côté. Donc ces temps-là, comment est-ce qu'on réussit à inventer une mobilisation de ces temps disponibles? Les médecins remplaçants, les jeunes médecins remplaçants, ou moins jeunes d'ailleurs, parce qu'il y a de plus en plus de médecins généralistes qui déplaquent, c'est le terme consacré dans la profession, pour redevenir remplaçants. Ils ne remplacent pas en permanence. Comment est-ce qu'on peut mobiliser ces temps médicaux disponibles? Il y a les jeunes retraités médecins. Avec l'évolution de l'espérance de vie, restent jeunes de plus en plus longtemps. Donc ces jeunes retraités qui veulent en plus garder un pied dans l'exercice, comment est-ce qu'on arrive à les mobiliser? Donc il y a vraiment toute cette logique de mobilisation de temps médical qui nous mène et qui, dans une pratique de téléconsultation, est tout à fait adaptée puisqu'on s'affranchit des contraintes géographiques. Je fais un tout petit lien, et je ne vais pas continuer à parler trop longtemps, mais cette logique géographique, elle a été maintenue dans les négociations conventionnelles qui ont eu lieu entre les syndicats de médecins et la Caisse nationale d'assurance maladie. Il faut comprendre que finalement, le terme double peine a été arrivé tout à l'heure, et je vais revenir dessus parce que dans le cadre de la téléconsultation, alors c'est une évolution technologique, ça peut répondre à une partie des problèmes, ça ne va pas régler tous les problèmes des déserts médicaux, mais on reste dans le domaine de la double peine malgré tout, parce que ça a été construit sur une logique territoriale, ça a été construit sur une logique de parcours de soins, très bien. Mais in fine, ça veut dire que les patients qui sont bien intégrés dans les parcours de soins, qui ont un médecin traitant, qui ont des médecins spécialistes connus, vont avoir accès à la téléconsultation et ils seront remboursés correctement. En revanche, les patients qui sont éloignés du soin, qui n'ont plus de médecin traitant, ou qui n'ont pas de médecin spécialiste, pourront avoir techniquement accès à la téléconsultation, mais ne seront pas bien remboursés. Donc, d'un côté, les bien lotis, de l'autre côté, les mal lotis, voire la double peine. Et c'est cette évolution-là, alors il y a eu beaucoup de choses de faites en 6 mois, vous l'avez dit tout à l'heure, on a franchi une étape importante, mais on reste là, on risque de scinder finalement, dans le cadre de la téléconsultation, on risque de créer 2 groupes très différents de patients. Pour la formation, c'est un sujet très important, parce que si j'étais simple, je parlerais de la formation à la téléconsultation, mais je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas ça le sujet. Le salariat a été, vous avez décrit en fait tout à l'heure, le système des incitations financières qui finalement font la preuve de leurs limites. Et finalement, on est en train de passer actuellement à une incitation sur le salariat en tant que tel, non plus l'incitation pour les libéraux, mais sur le salariat. Moi, je voudrais insister, alors c'est peut-être qu'un avis très personnel, mais le choix du salariat actuellement pour les médecins qui sont en formation, c'est un choix, à mon sens, c'est un choix par défaut. C'est-à-dire que, en fait, il privilégie le salariat parce que le libéral devient peu attractif. Le libéral devient peu attractif parce qu'ils n'y sont pas formés pendant leurs études. Ils ne savent pas ce que c'est effectivement. La formation est très hospitalo-centrée, et non seulement hospitalo-centrée, mais hospitalo-universitaire centrée, c'est-à-dire que la formation a lieu dans les hôpitaux universitaires. Et donc, il y aurait tout lieu de sortir de ce carcan CHU, que je respecte par ailleurs, mais
qui ne correspond pas à la réalité de terrain. Un médecin généraliste qui va être affecté à des soins de premier recours, et vous me corrigerez si je me trompe, sa formation, elle n'est pas idéale en CHU, dans un service ultra spécialisé en gastro-entérologie pédiatrique, par exemple. Je vais prendre qu'un exemple parmi tant d'autres, même si c'est bien de connaître cet aspect-là de la médecine aussi. Ça, c'est un aspect qu'on aborde, moi que j'ai abordé avec plusieurs doyens, qui sont ouverts à ça, certains oui, certains non, et donc il faut que les étudiants puissent sortir des hôpitaux, puissent sortir des CHU, puissent aller dans les cliniques privées, puissent aller dans les cabinets de médecine générale, puissent aller dans les cabinets de médecine spécialisée, libérale, etc. Ce d'autant, et vous en avez parlé tout à l'heure, qu'on est dans une logique de suppression du numerus clausus, c'est bien gentil, on peut peut-être augmenter le nombre d'étudiants, mais que va-t-on faire de ces étudiants qui débarquent déjà par dizaines ou quinzaines dans des services hospitaliers, parce que le numerus clausus a doublé depuis les années 90, et donc que va-t-on faire de ces étudiants finalement? Donc il faut vraiment là une formation hors les murs, hors l'hôpital. Rapide. On a évoqué tout à l'heure les évolutions sociétales, je pense qu'on est en plein dedans, c'est-à-dire que je pense que le docteur Serin qui a été formé à Paris et qui est allé s'installer à la campagne à l'époque, il n'attendait pas à retrouver là-bas une LGV, 3 centres commerciaux et probablement toutes les activités culturelles et sportives dont il pouvait bénéficier à Paris. Donc je pense qu'on a aussi à faire à une évolution sociétale forte. Je rejoins ce que je disais tout à l'heure sur la formation qui est très hospitalo-centrée. Nous, en tant que médecins, le jour où on termine l'internat et qu'on doit aller s'installer ailleurs, on a l'impression de couper un cordon ombilical. Et ce cordon ombilical, il nous a abreuvé pendant 8 ans, 9 ans, 10 ans plus parfois pour les spécialistes. Donc il y a une vraie rupture à ce moment-là. Et je pense que les propos du docteur Letellier reprennent complètement ce sentiment de coupure de cordon ombilical.